On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes donc le lundi 27 juin, bien évidemment sans surprise, toutes les unes, sans exception, je vais dire sans exception, à part le Parisien qui titre sur la victoire laborieuse quand même des Bleus hier contre une équipe totalement nulle, normalement l'Irlande qui s'est bien battue. Et bien tout le reste c'est sur le Brexit, donc le temps de faire peut-être un point, on est le week-end, on a eu un week-end pour réfléchir, et se poser des questions. Alors je vous montre toutes les unes, bien évidemment, le Financial Times. Financial Times, c'est très particulier, Financial Times du week-end, par exemple, a été totalement assommé, je l'ai conservé parce qu'à mon avis, il sera historique. On voit tous les éditorialistes du Financial Times qui vraiment sont totalement démunis, ne comprennent pas ce qui s'est passé, sont assommés. Et alors ce qui est intéressant, si on regarde un peu le problème du Brexit sujet par sujet, d'abord c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'en regardant les résultats, en fait les résultats du Brexit paradoxalement c'était pas 51,9% pour, c'est en fait 65-30 pour ou contre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le Royaume-Uni est totalement désuni, totalement éclaté. On a des régions, bien évidemment, on a parlé beaucoup de l'Écosse qui va demander, qui va obtenir son indépendance, l'Irlande qui d'un coup veut se rapprocher de l'Irlande du Sud ou presque, et puis de l'autre côté, bien évidemment d'un côté aussi la City qui est victime de ce qu'on appelle le syndrome versaillais, c'est-à-dire la City et Londres, c'est pas l'Angleterre, ils vivent dans une sorte de bulle, ils ont l'impression que parce que tout va bien pour eux, tout va bien pour le pays, ils se rendent pas compte des inégalités monstrueuses qu'il y a dans le pays. Et puis de l'autre côté, le Pays de Galles, de l'autre côté, le nord du pays qui a voté massivement pour le Brexit. Même chose si on regarde les tranches d'âge, d'un côté les jeunes qui ont voté massivement quand ils ont voté contre le Brexit, de l'autre côté les seniors qui eux veulent quitter l'Europe parce qu'ils jugent l'Europe responsable de tous leurs maux. La lutte des classes qu'on voit à nouveau en Grande-Bretagne, d'un côté des classes moyennes de plus en plus écrasées, de l'autre côté des classes aisées de plus en plus aisées. Et donc on se retrouve avec un pays qui est en voie d'explosion. Alors bien sûr j'entends les arguments, et je les ai développés aussi, qui disent que l'Europe souffrira plus que la Grande-Bretagne, certes. Les deux souffriront autant. Je pense qu'on va avoir deux zones géographiques qui vont imploser. En Europe, on peut avoir énormément de problèmes. Alors, il y a un élément intéressant quand même, contrairement à tout ce qu'on pouvait attendre, contrairement à ce que j'attendais, il n'y a pas eu d'effet contagion dimanche. Au contraire, est-ce que le lendemain de fait, avec la gueule de bois où le camp du Brexit s'est aperçu finalement que sa voie était passée, est-ce que ça a eu un impact en Espagne? On a l'impression que oui, parce que finalement, si on regarde les résultats des élections, c'est Rajoy le grand vainqueur. Alors certes, il n'a pas la majorité absolue, mais il n'en est pas loin. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'Unidos Podemos devait écraser le Parti Socialiste. Ça ne s'est pas fait du tout. Non seulement ça ne s'est pas fait, le Parti Socialiste reste le premier parti d'opposition, donc le Parti Socialiste traditionnel, mais même Unidos Podemos a perdu plus d'un million d'électeurs, donc ça voudrait quand même dire qu'on a une sorte d'effet inverse à celui qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire l'effet gueule de bois, et que cet effet gueule de bois, il serait en faveur des partis traditionnels. Alors sur les marchés, c'est très particulier. Bon, bien évidemment, vous avez entendu tout ce qu'on peut dire sur la journée de vendredi, elle est historique, on n'a jamais eu des baisses comme ça, même pour Lehman, 2000 milliards d'euros ou de dollars qui sont évaporés, on n'avait jamais vu ça, de toutes les crises, jamais, nulle part, à aucun moment. Donc on a eu la journée la pire sur les marchés qu'on ait pu connaître. D'un autre côté, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est la mainmise des banques centrales. C'est-à-dire ce que je crains plus que la volatilité, c'est l'absence de liquidité. C'est-à-dire que je pense qu'il va se passer, c'est déjà ce qui s'est passé vendredi, c'est que beaucoup d'acteurs vont se retirer des marchés. Les banques d'abord. Les banques, quand vous êtes à Londres, vous ne savez pas si vous allez y rester, vous ne savez pas si il va y avoir le passeport pour la finance qui va permettre de continuer à opérer en Europe. Donc on peut se retrouver dans une situation
situation très paradoxale où il pourrait ne plus y avoir de marché. C'est-à-dire qu'on aurait un marché totalement asséché, où on aurait à nouveau les banques centrales. Alors les banques centrales, ça y est, elles dominent le marché des emprunts d'État et des obligations d'entreprise. Ça, on le savait, il n'y a déjà plus de marché, hein, c'est elles qui font le marché. Elles vont dominer le marché d'échange, puisqu'elles vont intervenir, elles ont déjà commencé à le faire vendredi, et elles vont dominer de façon assez surprenante aussi le marché des actions. Vous me direz, les banques centrales n'interviennent pas sur le marché des actions. Eh bien si, elles interviennent. La Banque du Japon l'a déjà fait, elle l'a fait ce matin. Figurez-vous que si le Nikkei est en hausse, c'est pas par le fruit du hasard. La Banque d'Angleterre est très certainement intervenue indirectement par l'équivalent de la Caisse des dépôts anglaise sur le marché anglais. C'est pour ça que le marché anglais a mieux performé que les autres marchés vendredi. Et puis, ça pourrait faire boule de neige. Et donc, on va se retrouver dans une situation où, une fois de plus, ce sont les banques centrales qui vont reprendre le pouvoir. Et pour finir, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le timing? Personne n'en sait rien. Donc ne cherchez pas, vous pouvez lire les journaux pour vous renseigner. En fait, personne ne sait. Personne n'a envie, même dans le camp du Brexit, de déclencher ce fameux article 50 qui permet de demander le référendum. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, le compte à rebours est lancé. Alors du côté européen, on joue les durs quand on s'appelle François Hollande, mais on a l'habitude, puisque généralement on ne prend aucune décision et on aboie. Mais de l'autre côté, Angela Merkel a tout compris, c'est-à-dire qu'elle dit il ne faut surtout pas aller vite. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait qu'on se retrouve dans une situation très particulière en Grande-Bretagne, c'est-à-dire une situation particulière de crise institutionnelle. C'est très simple, c'est ce sur quoi joue Angela Merkel, c'est-à-dire un Parlement qui refuserait de valider la décision du référendum, pourtant une décision populaire et démocratique. À partir de là, bien évidemment, il y aurait forcément une dissolution du Parlement, des nouvelles élections législatives. Et si par le vote populaire, le Parlement issu du vote populaire était résolument pro-européen, il pourrait décider un nouveau référendum. Et bien évidemment, on imagine que s'il y avait un nouveau référendum, il serait pro-européen. Voilà, donc tout est possible. On va avoir des marchés relativement agité, mais de moins en moins liquide. Une période passionnante, une période un peu stressante, mais une période historique. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.